Si je ne me trompe pas, c'est la série sur l'optique géométrique. La dernière fois, en gros, vous aviez vu, donc série 15, on avait vu ça. Et puis de manière un peu distincte, là, cette fois, on va se focaliser sur ces formules-là. D'accord? Euh, Pourtant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, c'est exactement la même chose, mais en simplifié. En simplifié, pourquoi? Parce que, en fait, de toute façon, c'est les lois de l'optique, hein, donc qui dictent que c'est les changements de milieu qui déterminent le trajet de la lumière. Et en fait, quand vous avez une lentille, comme ça, quand vous avez un rayon lumineux qui arrive, si personne ne vous avait indiqué cette formule-là, pour savoir le trajet du rayon lumineux, bah, qu'est-ce que vous feriez? Bah, vous traceriez votre normale ici à la surface, vous ferez un premier changement de milieu, et puis ensuite vous calculez où ça arrive sur la deuxième sphère, vous feriez la normale, et ça ferait comme ça. Mais vous voyez que ce serait quand même vachement compliqué, hein. Donc, donc ça, il y a des démonstrations, hein, qui sont un petit peu compliquées, mais bon, bah, niveau licence de physique, on va dire. Et en fait, on peut assez facilement montrer que si la lentille est suffisamment mince, au lieu de s'embêter à faire des calculs pas possibles et à tracer des rayons, on peut montrer en fait cette formule-là. Donc en fait, cette formule-là, c'est juste une simplification de la loi de Descartes appliquée aux lentilles minces. Donc c'est quand même vachement pratique parce que ça vous dit quoi? Ça vous dit que si vous connaissez la position de votre objet, alors, moyennant la connaissance de la géométrie de lentille, vous pourrez connaître exactement la position de l'image. Donc vous voyez que c'est quand même hyper pratique. Alors après, la distance focale de la lentille, encore faut-il la connaître en fonction de la géométrie. Et ça tombe bien parce qu'on a encore une formule hyper pratique qui nous donne la distance focale, ou plus précisément ici l'inverse de la distance focale, hein, la puissance, en fonction des rayons de courbure. Donc c'est une formule qui est assez simple aussi et qui est hyper pratique. Il n'y a pas eu d'exo là-dessus dans la série, j'étais assez étonné. Mais vous l'avez vu dans le cours, non? J'imagine que c'est oui. Oui, Ouais, hein. oui, on a vu, mais on a justement, j'ai remarqué aussi qu'on n'avait pas fait d'exercice. Peut-être ça vient encore, non? Non, non, après vous allez passer à autre chose, je pense. Il y en avait un. Il y Parce en a... qu'on on a encore un cours, mais on a 3 répétitoires, non? Peut-être que. Ouais, mais de mémoire, là, l'optique géométrique, c'est torché, hein. Vous avez fait 2 séries. Je pense pas qu'il va y revenir dessus. Bon, le seul truc à faire un peu attention à cette formule, c'est les signes des rayons de courbure. Mais on, on verra Et plus puis tard. moi, je me demandais Ouais. justement lequel choisir pour R1 et R2, mais en fait, c'est égal. Il faut juste. Alors, pas forcément. Euh, Ah, ok. Bonne question. Pourquoi? Parce que tu peux avoir des rayons qui sont comme, pardon, des lentilles qui sont comme ça d'un côté et plates de l'autre, par exemple. Tu vois? Et là, Euh, du coup, R2, il vaudrait 0 ou c'est infini? Exactement, c'est plutôt l'infini. Ok. Parce que c'est un rayon infini. Un rayon de courbure petit, c'est comme ça. Un rayon de courbure grand, c'est comme ça. Donc tu vois, là, on est plus proche de l'infini. Voilà. Bon, alors, à la limite, quand c'est plat, ça va. Mais là où ça se corse, c'est quand vous avez une lentille qui est. Alors, vous pourrez dire, c'est un peu paradoxal de faire ça, mais je mets un côté convexe, ouais, convexe, pardon, et un côté concave, mais un peu moins prononcé, vous voyez, comme ça. Alors, vous me direz, c'est absurde, vous voulez faire converger le rayon et ensuite vous voulez le faire diverger. Bon, il y a des lentilles qui sont comme ça. Je ne sais plus trop pourquoi, mais il y a des lentilles comme ça. Et donc là c'est un peu plus compliqué. Vous voyez. Et donc c'est là où moi, au lieu de m'embêter avec les signes, je raisonne plutôt avec le fait que, en gros, vous savez que les lentilles qui sont, on va dire, comme ça, qui sont convexes, je me gourre à chaque fois, qui sont convexes, ça tend à faire converger les rayons, hein. Donc ça va être une distance focale petite ou une puissance grande. Ça veut dire que ça fait converger. Ok. À l'inverse, des lentilles qui sont concaves, comme ça sert à faire diverger, hein.
hein. Encore une fois, converger, ça veut dire que si le rayon arrive droit, il fait comme ça. Diverger, ça veut dire que si le rayon arrive droit, il part comme ça, hein. On est d'accord. Bon. Du coup, si vous avez une lentille mixte comme ça, avec une face convexe et une face concave, bah, regardez, le premier rayon, vous le prenez dans quel sens? Bah, vous le prenez ici positif, hein, parce que du coup, ça va vous faire 1 sur f égale n-1 fois 1 sur R1. Donc, vous le prenez positif, le premier, parce que évidemment, vous avez envie d'avoir ça contribue à avoir une lentille convergente, et vous savez que les lentilles convergentes ont des distances focales positives. Et après, vous faites, alors du coup, moins 1 sur R2. R2, vous le prenez, alors on va faire un petit sondage, tac. Alors, je prends R2, je vais prendre R2 positif. Est-ce que c'est vrai? Alors, c'était un piège, mais vous vous êtes pas trop laissé avoir, effectivement. Alors, effectivement, je prends R2. Donc, alors voilà, je partage le résultat. Tac, effectivement, vous n'êtes pas laissé avoir. Tac. Donc, bon, on est d'accord que les lentilles divergentes ont une distance focale négative, d'accord? Bon, mais cette formule-là, elle me donne l'inverse de la distance focale pour le tout, hein. Donc là, ça, c'était la contribution de la convergente. Ça fait bien quelque chose de positif. Et là, maintenant, ce moins 1 sur R2, là, il va me donner la contribution de l'autre face. L'autre face, on a dit que c'était quelque chose de convexe, donc, pardon, de concave, donc qui tend à faire diverger les rayons. Du coup, il faut que j'ajoute quelque chose de négatif. Donc, il faut que ce soit du moins 1 sur R2 avec R2 positif, hein. Parce que si je prends R2 positif, moins 1 sur R2, ça va bien me faire diminuer ma valeur, hein. Donc, si je diminue ma moins sur F, c'est comme si j'augmente ma distance focale, donc ça la rend plus divergente ou moins convergente. Donc on est d'accord qu'une lentille divergente a bien une distance focale négative. Mais là, en gros, vous êtes sur quelque chose de mixte. Vous avez une face convexe et une face concave. Et d'ailleurs, vous verrez que le fait que ce soit convergent ou divergent, c'est déterminé par lequel de ces deux rayons de courbure est le plus prononcé. Là, vous voyez que le plus prononcé, c'est celui-là. Donc, vu que R1, je pars en valeur absolue, hein, R1 est plus petit que R2, 1 sur R1 sera plus grand que 1 sur R2. Et donc, 1 sur R1 moins 1 sur R2 sera positif. Vous voyez? Bon, c'est un peu. Faut le prendre un peu à tête reposée. Là, je vais un peu vite parce qu'on a pas mal d'exos, mais de toute façon, je précise que pour ceux qui n'ont pas l'habitude que le répétitoire, je mets la rediffusion disponible si vous voulez revenir à ces explications. Et juste, j'avais une question. Le cristallin, ils disent que c'est une lentille biconvexe. Ça veut dire que c'est deux convergentes. Enfin, comment ça se dessine? Bonne question, très bonne question. Alors ça, je suis censé le savoir parce qu'on a fait l'œil un peu dans le système nerveux, mais je t'avoue que c'est le genre de détail qu'on ne voit pas trop. Mais alors, on peut trouver la réponse, hein, je suis sûr, sur Internet. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, si tu veux, enfin, ce qu'il faut retenir, non, il n'y a pas besoin de le retenir, mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'en fait, si tu veux, l'œil, c'est un appareil compliqué et t'as pas. En fait, on simplifie en prenant en compte que le cristallin dans l'exercice. Pourquoi? Parce que le cristallin, si tu veux, donc vu que si tu veux, au total, il est convergent, on est d'accord, hein, donc au total, on le représente comme ça. Alors après, est-ce qu'il est comme ça ou est-ce qu'il est comme je viens de le redessiner tout à l'heure, ce qui n'est pas impossible? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est comme ça ou comme ça? Je ne sais pas. Dans tous les cas, il est convergent. Mais en tout cas, c'est la partie variable de la vergence. C'est-à-dire que tu peux jouer que sur le cristallin. Par Ok. contre, la distance focale de ton œil, hein, tu sais qu'en gros, quand tu as un rayon à l'infini, le but, c'est qu'il arrive
c'est qu'il arrive au fond de ton œil, donc à peu près 2,5 cm. Hein. Tac, qu'il arrive comme ça. Donc la distance focale de 2,5 cm, elle est causée en majorité pas par le cristallin, mais en fait par ce qu'il y a devant, par la cornée, qui elle est fortement convexe. Mais comment dire, la vergence de la cornée est fixe, tu ne peux pas la faire varier. C'est seulement celle du cristallin qui est variable. Ok, ça marche. Merci. Alors, question 1. Alors, un œil, quand il est détendu, forme sur la rétine l'image d'un objet placé à l'infini. Pour voir clairement un objet plus... Donc, ok, donc on va tout de suite décider ça. Donc, un objet placé à l'infini. Donc, voilà, s'il est placé à l'infini, c'est-à-dire que le rayon, il arrive plus ou moins parallèlement sur l'œil, qu'on va symboliser par une lentille. Forme sur la rétine. Ok, donc bon, ça, on va dire que c'était l'axe optique. Mon rayon, je vais le faire là plutôt. Et là, j'ai ma rétine hein, qu'on symbolise par un écran comme ça. Tac. Ok. Voilà, donc là si vous voulez, l'objet qui se forme, le rayon qui arrive sur la rétine, il faudrait faire aussi, bien sûr, un autre rayon, mais on va dire que ça se forme net sur la rétine si l'objet est placé à l'infini. Bon, maintenant, il y a une phrase qu'il faut retenir par cœur en optique, c'est que objet et image se déplacent dans le même sens. C'est-à-dire que si vous touchez pas votre cristallin ici et que vous avancez votre objet là, vu que objet et image se déplacent dans le même sens, eh ben, l'image aussi va se décaler dans ce sens-là. Donc mon image, si vous voulez, au lieu d'être formée sur la rétine, si je touche pas mon cristallin, maintenant elle va se former à droite. Okay. Donc qu'est-ce qu'il faut faire si vous voulez continuer à voir cet objet de manière nette, même s'il s'est rapproché? Eh ben, il va falloir que vous fassiez... donc là, on va dessiner le rayon, mais en gros, maintenant, celui-là, voilà, il fait comme ça. Si vous voulez continuer à le faire former sur la rétine, il va falloir que vous fassiez plus converger votre rayon. Hein. Donc, si vous voulez le faire plus converger, ça veut dire que quelque chose de convergent, c'est quelque chose qui a une petite distance focale. Hein. C'est clair pour tout le monde que pour que ce soit une lentille bien convergente, il faut que la distance focale soit petite. Ça paraît logique ou pas? Ouais? Oui. Ok. Euh, donc là, c'est la B alors du coup, hein, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, en soi, la C, augmenter la distance entre le cristallin et la rétine, ça marcherait, mais le problème, c'est que l'œil n'est pas fait comme ça. Hein. Cette distance-là est fixe, malheureusement, on ne peut pas la faire changer. Est-ce que vous connaissez un exemple où la C est applicable à un système optique autre que l'œil? Où le cristallin, un système optique, imaginez un système optique où le cristallin est fixe, on ne peut pas faire bouger la distance focale. Par contre, vous pouvez faire varier la distance entre la lentille et la rétine, entre guillemets. Appareil photo. Hein. Exactement. Quand on tourne, je ne sais pas si vous avez déjà pris des photos avec un vrai appareil, pas avec les smartphones, mais avec un vrai appareil. Si on tourne pour faire la mise au point, il y a un petit chariot et on va venir déplacer le chariot pour ajuster la position de l'écran, qui est l'équivalent de la rétine. Très bien. Ok. Alors, quand tu dis objet-image se déplace dans le même sens, c'est valable pour n'importe quelle lentille. Hein. Ça, c'est un principe des lentilles. Objet-image se déplace dans le même sens. Donc, rayon lumineux. Alors, celle-ci, j'aime pas trop. Enfin, j'aime pas trop parce qu'elle est vache, mais bon, ça vaut le coup de retenir les principes. Dans un milieu d'indice réfraction constant, les rayons lumineux se propagent toujours en ligne droite. Alors, ça, c'est vrai. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que donc là, j'ai mis cette image-là. C'est que la lumière, c'est comme vous, en fait. Donc, imaginez que vous êtes ici en A et que vous voulez arriver en B. Donc là, vous avez une prairie qui est homogène. Hein. Donc ça pourrait être, par exemple, l'analogue de l'air ou de l'eau, mais quelque chose d'homogène. C'est-à-dire n égale constant ici. Hein. N égale N1, on va dire.
Bah, en fait, la lumière, elle fait comme vous. Si elle veut aller de A à B, elle prend le chemin le plus court. Hein. Donc, elle se déplace en ligne droite. C'est juste ça qu'elle fait, la lumière. Hein. Elle prend le chemin le plus court. Donc, si n est constant, de même que si vous, ici, vous n'avez pas d'obstacle, vous allez prendre le chemin le plus court. Alors, évidemment, si vous avez un obstacle ici, bah, le chemin le plus court, ça va sûrement être plutôt ça, parce que vous n'allez pas enjamber l'obstacle, donc ce sera plus rapide de faire ça. Donc, en fait, la lumière, elle fait pareil. Mais tout ça pour dire que si n est constant, le chemin le plus court entre deux points, c'est la ligne droite, et c'est ce que fait la lumière. B. Les rayons lumineux sont toujours déviés lorsqu'ils subissent un changement d'indice de réfraction. Alors, ce toujours, il est presque vrai, mais on verra qu'il y a une petite exception qui fait voilà, que ce n'est pas tout à fait vrai. Mais globalement, c'est vrai. Alors, en fait, c'est vrai. Pourquoi? Tout simplement, c'est la loi de Descartes. Enfin non, c'est presque vrai. Pourquoi? Parce que c'est la loi de Descartes. Imaginons que vous partiez de A maintenant et que vous vouliez arriver en C. Donc, vous êtes en randonnée ici, vous voulez arriver en C. Le problème, c'est que vous avez une forêt ici. Donc, il y en a qui vont prendre leur boussole et qui vont dire ah, bah, je m'en fous, je vais tout droit, tac, 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 et qui font comme ça. Il y en a d'autres qui vont faire ça, ça, ça. Quel est le chemin alors, est-ce que le premier chemin est le plus rapide? J'ai fait un sondage là. Est-ce que le premier chemin que j'ai dessiné est le plus rapide? Alors, je mets fin au sondage. Alors, bon, il y en a qui ont beaucoup fait la médecine, mais ça fait longtemps qu'ils ne sont pas allés en randonnée, on dirait. Alors, non, en fait, le chemin le plus rapide, si vous êtes à pied, ce ne sera pas la ligne droite. Le chemin le plus court est la ligne droite seulement si votre milieu est homogène. Mais si vous avez un milieu hyper dense, où vous galérez pour marcher, comme cette forêt par exemple, vous voulez passer le moins de temps possible dans ce milieu, parce que vous perdez du temps dans ce milieu. Donc c'est pour ça que vous allez plutôt minimiser, si vous voulez, le temps que vous allez passer, et donc la distance. Donc ce sera mieux de faire ça dans ce milieu qui est difficile, plutôt que toute cette distance. Vous voyez? Donc en fait, le chemin le plus court pour vous, ça sera de faire quelque chose à peu près comme ça. Bon, dans les faits, vous allez faire quelque chose qui est, en fait, on peut montrer par le calcul que en fait, c'est presque comme ça, c'est plutôt comme ça. Et ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser à votre loi de Descartes. Hein. Donc en fait, la lumière, pourquoi elle se déplace en ligne droite dans un milieu constant et pourquoi elle change d'angle quand elle a un changement de milieu? Tout simplement parce qu'entre deux points, elle prend toujours le chemin le plus court en termes de temps. Hein, en termes de temps. C'est peut-être pour ça que vous êtes fait avoir, en termes de temps, pas en termes de distance. Comment est-ce qu'elle arrive le plus vite de A à C? Alors, par contre, bon, il y a un cas où elle n'est pas déviée. En fait, si là je vais de A' à B', bah, évidemment que le chemin le plus court, c'est de faire comme ça et que du coup, je ne serai pas dévié. Hein. Si jamais je suis tout droit, le rayon perpendiculaire à la surface, lui, n'est pas dévié. Et c'est pour ça que cette B était fausse. Mais en vrai, en absolu, elle est vraie à 99% des cas, mais il y a ce 1% des cas qui fait qu'elle n'est pas toujours vraie. La vision est due au fait que le rayon lumineux, alors ça c'est juste l'inverse, hein, les rayons ne sont pas émis par l'œil, ils sont reçus par l'œil, hein, ils sont focalisés sur l'œil du coup. Donc c'était l'inverse. Et D, à l'interface des milieux, un rayon lumineux est réfléchi ou réfracté, mais pas les deux à la fois. Vous savez que c'est faux, vous avez toujours une partie qui va être réfléchie et une partie qui va partir en réfraction. Ok. Juste, j'avais une question par rapport à la partie court. À un moment, ils disent que si le n il est proche de celui, enfin, au n de la cornée, alors on ne peut pas voir l'objet. Ça, j'ai pas trop compris. Non. Si le... Ouais, ouais, exact. Bah ouais, parce que regarde, en gros, alors attends, il y a juste une question dans le chat, je vais y répondre après, mais en gros, regarde, la distance focale, tu es d'accord que c'est critique d'avoir une distance focale assez bien calibrée pour ton œil, hein, pour que les rayons ils arrivent bien sur ta rétine. Ok. Oui.
Cette distance focale, elle est donnée par le n de ton cristallin, qu'on va appeler nc, donc je prends cette formule-là, hein, fois l'inverse des rayons de courbure, etc. Les rayons de courbure, ils sont pas forcément, enfin, ils sont légèrement modifiables quand tu contractes ton cristallin, mais bon, ils sont adaptés au milieu terrestre, on va dire. Là, tu as un n-1. Il vient d'où, à ton avis, ce 1 là? Il fait penser à quoi? Ce 1, c'est le milieu de l'air. C'est l'indice de réfraction de l'air. Ok. Donc, la distance focale de ton œil dans l'eau, ça sera le n de ton cristallin moins 1,33 fois 1 sur R1 moins 1 sur R2. Donc, si tu veux, tu as tout qui est décalé et ça vient foutre le bordel, en fait, là, à cause de ce truc. Ton œil, il est fait pour le milieu terrestre, en gros. OK? Ok, ça marche. Mais juste, Ouais. ça veut dire qu'on pourrait avoir des lentilles pour voir dans l'eau? Alors, laisse-moi réfléchir. Alors, attends. Je pense pas. Ça me paraît compliqué. Je n'ai pas la réponse immédiate. Mais si tu veux, le problème, c'est que quand tu as une lentille. Alors oui, tu pourrais avoir une lentille pour voir net dans l'eau à une distance particulière, je pense. Mais je pense que ce serait compliqué d'avoir une lentille qui te permettrait de voir net, si tu veux, que ton cristallin arrive à accommoder sur des distances variables. Tu vois ce que je veux dire? Ok. À mon avis, je pense qu'on peut, tu vois, tu peux toujours trouver, hein, bon, tu fais varier le f pour que le rayon arrive net sur la lentille à une certaine distance. À mon avis, c'est possible. Euh, Ce serait une bonne expérience à faire d'ailleurs. Mais si tu veux, je pense que je pense que du fait que le 1,33 ici, si tu veux, il vient pas en addition, il vient en multiplication de tout ça, je pense que ça perturberait ta profondeur de champ. Mais je ne suis pas sûr. Ok, merci. Alors, juste revenir à une question du chat. Alors, c'est quoi la définition de la distance focale? Distance entre lentille cristallin et le point convergent. Alors, la distance focale, c'est la distance, la distance après la lentille à laquelle un rayon parallèle vient couper l'axe optique. Donc, si tu prends un rayon qui est parallèle à l'axe optique et qui arrive sur la lentille, il va venir couper l'axe optique en cette distance F. D'accord? Bon, positif si s'il le fait effectivement. Et si on prend une lentille divergente, bah, du coup, on prend cette distance-là et on la prend négative. Définition de la distance focale. Voilà, donc là, ça c'est pareil que finalement ce qu'on a fait pour la forêt. En fait, vous avez compris que c'est la même chose que fait la lumière quand elle vient ici, comme ça, tac, elle se rapproche de la normale et puis elle ressort. Ça, c'est un des diamants les plus chers du monde qui s'est vendu à 7 millions de dollars. Indice du diamant 2,1. Alors, le point de convergence, encore une question. Le point de convergence ne correspond pas toujours au foyer image. Si, c'est le foyer image, mais la distance focale de la lentille, c'est la distance entre la lentille et le foyer image. Alors, ici, question 3, on utilise une lentille mince afin de former... Dites-moi si vous avez des questions, hein. Moi, si vous n'avez pas de questions, je fais les exos dans l'ordre, mais si vous avez des questions auparavant auxquelles vous voulez qu'on réponde, hein, n'hésitez pas, allez-y, hein. Non? Moi, je trouvais celui-là, c'était bien détaillé encore. C'était bien détaillé dans l'exo, celui-là? Oui, oui. Ok. Bon, très bien. C'est bon pour tout le monde, celui-là, alors?
Pour moi, oui. Ok, bon, on va le passer alors. Donc voilà, vous avez pu le constater, c'est vraiment, enfin, ces formules-là, quoi. Je veux dire, on n'utilise que ça. Donc, œil simplifié. Alors, celui-là, ça vaut peut-être le coup de regarder un truc. Bon, là, on l'a dit, c'est la représentation de l'œil. Et voilà, donc là, ce qui est fixe, c'est la distance, cette distance-là, hein, qui fait à peu près 2,5 cm. Et puis, votre distance focale, donc la distance focale du cristallin, elle varie entre justement 2,5 cm quand le rayon est à l'infini pour qu'il se forme pile là. Mais parfois, on réduit cette distance focale, on rend le cristallin plus convergent pour pouvoir voir des objets qui sont plus près, comme on l'a vu dans la question 1. Bon, maintenant, un objet qui fait en vrai 1 mm, hein, donc une fourmi par exemple, qui est observée à 1 mètre de distance, la question c'est quelle est l'image, quelle est sa taille sur la rétine, hein. C'est par exemple, autrement dit, est-ce que vous pouvez le voir? Parce que par exemple, vous savez que la rétine, c'est des cellules. Donc si la taille est plus petite que la taille qui existe entre deux cellules, la taille d'une cellule, vous savez ce que c'est 20 microns, hein. Donc si la taille est plus petite que 20 microns, a priori, deux cellules ne vont pas pouvoir faire la différence, hein. C'est la notion de résolution que vous avez vue avec le professeur Cosson sur le microscope, hein. C'est la même chose. Donc si c'est 25 micromètres, ça va être compliqué, hein. Tout juste, on va pouvoir peut-être voir le point, mais on ne pourra pas faire la distinction entre deux points. Alors pour ça, il faut prendre la formule de ce grossissement-là. En fait, la définition, c'est CL, c'est-à-dire que c'est le rapport des tailles de l'image sur taille de l'objet. Ça, c'est la définition, hein. Donc, je mets ça, c'est la définition. Et en fait, il y a une formule qui vous dit que c'est aussi égal, bon, c'est à cause de la géométrie, hein, des triangles, c'est aussi égal à la distance de l'image sur la distance de l'objet, avec un signe moins. Et du coup, si vous remplacez tout, là, en fait, si vous remplacez tout avec les infos que vous avez ici, un objet de taille 1 mm, ça, c'est la taille de l'objet. Donc, hop, donc là, je vais tout mettre en millimètres, 1 mm. Taille de l'image, c'est ce que je cherche. Non, ça, c'était, pardon. C'était de l'autre côté, ça. Taille de l'image, c'est ce que je cherche. 1 mm, c'est la taille de mon objet. Ensuite, la position de l'image, c'est, il n'y a pas de secret, elle se forme au niveau de la rétine, donc c'est 25 mm. Et puis, la position de l'objet, c'est 1 mètre, donc c'est-à-dire 1000 mm. Donc, mon point d'interrogation, c'est 25 divisé par 1000, donc 25 mm divisé par 1000. Vous savez que les millièmes de millimètre, ce sont des microns, des micromètres. Donc, je suis bien à 25 microns. C'est correct. Et ce sera une image, bien sûr, renversée, hein, comme pour toutes les images, comme pour tout ce genre de système. Question sur cet exo, pour l'instant? Non, ça va. Ouais. C'est quoi le 25? Alors, question, c'est quoi le 25? Alors, non, j'ai tout mis en millimètres. J'ai travaillé en millimètres ici. Et alors, c'était le 25, c'était la distance, c'était la distance entre la lentille et le lieu où se forme l'image. Parce que mon image, je sais qu'elle se forme forcément sur la rétine, pardon. Donc 25 mm, c'est... voilà.
Ouais, alors effectivement, c'était une donnée sans en être une, parce qu'il fallait ça, il fallait prendre en compte le fait que pour un œil, c'est un peu particulier. On sait forcément l'image, elle se forme toujours au même endroit. C'est l'inverse de. En fait, pour l'œil, je répète, hein, mais pour l'œil, vous faites varier la distance focale pour que ça se forme toujours au même endroit. Alors pour l'appareil photo, c'est l'inverse. Votre focale est fixe et vous faites varier la distance entre la lentille et l'écran. Pourquoi pas le 22? Ah non, mais regarde, j'ai pas pris. Ah, pardon, excuse-moi, j'ai entouré le mauvais truc dans l'énoncé. Voilà, pardon, c'est celui-là que je voulais mettre. C'est le 25 mm là. Oui, alors, donc, ce qui est fixe, c'est ta distance cristallin rétine. Elle vaut 25 mm. OK. Par contre, on te parle aussi un autre 25 mm qui est là et un autre 22,7 ici. Ça, c'est pas. Enfin, c'est pas. Il se trouve que c'est le même, mais tu vas comprendre pourquoi. Donc, et ça peut varier, ça peut aussi valoir 22,7. Ça, c'est la distance focale de la lentille. Pourquoi? Parce que quand un rayon vient et à l'infini, hein, quand il arrive parallèlement à l'axe optique, tu sais que il va converger au niveau de la distance focale du cristallin. Or, tu sais que ton œil, quand il accommode pas, il voit net à l'infini. C'est-à-dire qu'en gros, tout rayon qui vient parallèle va arriver ici. D'accord? Enfin, pardon, j'ai mal fait. Tout rayon parallèle va former une image ici, au niveau des 25 mm. Donc là, quand mon œil accommode pas, F, la distance focale, égale la distance cristallin rétine, égale 25 mm. Par contre, si jamais mon œil accommode, c'est-à-dire imagine qu'il veut voir un objet qui est là, s'il veut voir un objet qui est là, et ben, s'il fait rien, comme on l'a dit tout à l'heure, s'il fait rien, l'image va se former là. Donc, il faut que sa distance focale soit plus courte, hein. Il faut que le rayon converge avant. Donc, c'est pour ça que la distance focale varie entre 25 mm et 22,7. Hein. Il arrive à faire varier sa distance focale. Et encore une fois, pourquoi la distance focale maximale 25 mm correspond étrangement à la taille cristallin rétine? C'est parce que l'œil est réglé pour pouvoir voir net à l'infini sans accommoder. C'est-à-dire que les rayons parallèles, un œil qui est au repos, a une distance focale exactement égale à la distance cristallin rétine. Comme ça, il voit net tout ce qui est à l'infini, les rayons parallèles. OK? Mais on ne peut pas voir net à l'infini. Si on regarde, ça va être flou au bout d'un moment, non? Oui, alors, c'est-à-dire que après, tu as un problème de résolution. Comme je te disais, tu peux pas voir. En fait, tu vois net, mais si on calcule l'image, par exemple, entre deux points, tu prends deux points à l'infini, tu traces les deux rayons, tu traces les deux rayons et tu regardes l'écart entre les deux points sur ta rétine, et ben, ce qui va se passer, c'est que ces deux points, en gros, ils vont être situés sur une distance sur ta rétine qui sera plus petite que la taille d'une cellule. Donc ta cellule ne sera pas capable, ce sera un problème de résolution là. Ta rétine ne sera pas capable de faire la différence entre ces deux points. C'est ce qui se passe pour le soleil, non? Pour le soleil, Oui, il n'y avait pas une histoire comme ça? Genre. alors bon, le soleil, ça abîme parce que c'est très, enfin tu peux pas observer autant de photons. C'est plutôt ça. Enfin, je sais pas si c'est à quoi Ouais, tu. mais comme les rayons, enfin, c'est tellement loin qu'on dit que, je sais pas. Ah oui, c'est tellement loin qu'on dit qu'ils viennent parallèlement, tu veux dire? Oui, Ouais, oui, il y a ça aussi, ouais. Mais je crois que la question qu'elle vient de poser, c'est comment est-ce qu'on peut vraiment voir net à l'infini? Ça va être flou.
Je dirais non. En réalité, tu vois net, mais tu as un problème de résolution dans le sens où tes cellules, enfin l'image sur ta rétine est trop petite pour que ta cellule elle puisse faire la différence entre entre deux points qui sont loin, quoi. Et donc, une personne qui n'a pas de problème de yeux, fin d'œil, si elle voit de loin flou, c'est, Ah bah on elle est peut dire myope. que c'est un... Elle est Hein? myope, ouais. Ouais, elle est myope. Elle a trop étudié la médecine. Non, mais si elle n'a pas de problème d'œil, justement, et qu'elle voit flou, ça veut dire que c'est un problème de résolution. Ah oui, pardon. Oui, alors, je ne sais pas si on peut dire flou, hein, parce que tu sais, quand tu vois. Enfin, moi, je sais que je suis un petit peu myope. Bon, quand je mets mes lunettes, du coup, je ne le suis plus. Euh, mais quand je le mets, j'ai vraiment l'impression que je peux voir hyper loin. Enfin, c'est juste. C'est pas une notion de flou, c'est une notion que. C'est une notion de résolution qui est un petit peu différente quand même. Ouais, de ne pas savoir distinguer. Ouais, Et puis de taille, c'est juste petit. Au ouais, bout c'est d'un ça. moment, c'est petit, mais c'est pas flou. Voilà, c'est ça. C'est comme si si tu essaies de voir un petit point sur une feuille, il sera minuscule, mais il sera net. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu subtil, cette notion de dire, ah mais attends, comment ça se fait que je ne peux pas voir jusqu'à l'infini si jamais mon œil, non, il est réglé pour l'infini. C'est pas pareil. En gros, il est réglé pour que une image qui se trouve à l'infini, enfin un objet qui se trouve à l'infini, même une galaxie ou quoi, si vous regardez les étoiles le soir, l'image de cette étoile, elle va se former sur votre rétine, exactement à 25 mm. Donc c'est réglé pour voir net à l'infini. Maintenant, l'étoile est tellement loin que vous la voyez pas, vous la voyez pas nette, vous n'arrivez pas à voir l'étoile, vous voyez juste un point parce qu'elle est tellement loin que si vous prenez 2 points de l'étoile, les 2 points qui font le diamètre de l'étoile, sur votre rétine, ce sera juste une seule cellule ou deux, donc vous n'arriverez pas à faire la différence, quoi. Ok. L'AB, c'est la même que dans les questions qu'on a fait avant. Donc, lorsque l'on observe un objet à une distance de 1 mètre, donc c'est-à-dire plus près, les objets se trouvant plus loin sont perçus flous car leur image se forme devant la rétine. Effectivement, si je vois net à 1 mètre, donc maintenant mon cristallin il a changé maintenant et donc j'arrive à former l'image nette pour cet objet qui s'est rapproché. Objet et image se déplacent dans le même sens, donc tout ce qui est à gauche de cet objet, l'image va se former avant. Pour en être l'image d'un objet plus loin, donc si à la base, tu vois naître un objet qui est à 1 mètre, pour en être l'image d'un objet qui est plus loin, bah, il faut que tu relâches ton cristallin, il faut que tu le relâches, parce qu'on sait qu'il se contracte pour voir de près, et donc il faut le relâcher pour voir de loin. Donc pas ça. Et du coup, ça veut dire qu'il faut augmenter la distance focale. Un cristallin relâché, c'est un cristallin avec une grande distance focale. Et en moyenne, la plus courte distance pour observer net l'image d'un objet, c'est 25 cm. Ça, je crois que c'est dans le... Ah bah non, du coup, ça, c'était... Soit vous l'avez retenu du cours, ou soit, bon, le mieux ici, c'est que vous aviez une donnée, donc c'était pour le voir. Donc 1 sur SO plus 1 sur... donc je travaille en centimètres, on va dire. 2,5, ça c'est la distance SI, hein, la distance cristallin-rétine, égale 1 sur... j'ai dit que je travaillais en centimètres, donc là je vais mettre 2,27. Et ça vous donne, quand vous résolvez cette équation, vous passez ça de l'autre côté, vous faites l'inverse, vous trouvez une distance OA de 25 cm. Ok. Ok. Alors, celui-là, je pense qu'il y a peut-être une petite clarification à apporter. C'est ça. Alors, en gros, ce qu'il faut voir, c'est que là, vous avez la particularité que votre objet, il est vraiment très très loin. Mais alors très très loin. Je ne l'ai même pas fait à l'échelle, là, tellement c'est loin, par rapport à votre lentille. Donc ça, 30 mètres. Hein.
très très loin. Alors que là, votre distance focale, au mieux, c'est-à-dire que si vous êtes avec le téléobjectif, on sera à 135 mm. Donc, vous êtes en gros à, vous imaginez, ça fait ça, c'est petit par rapport à ces 30 mètres. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous preniez le téléobjectif ou que vous preniez votre grand angle, si vous écrivez votre relation de conjugaison et que vous faites 1 sur... on va travailler en centimètres juste pour que vous ayez conscience du truc. Bon, on peut travailler, soit on met tout en mètres, soit on met tout en centimètres, soit on met tout en millimètres, du moment que c'est dans la bonne unité, c'est bon. Je trouve que les centimètres, ça a l'avantage de... On peut se représenter facilement ce que c'est, parce que c'est une échelle concrète, c'est l'échelle de graduation de la règle. Donc, ouais, donc si j'écris ma relation de conjugaison, tac, ça me fait 1 sur 3000, plus 1 sur SI, égale 1 sur F. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de 1 sur 3000? C'est minuscule, 1 sur 3000. Donc, en gros, vous pouvez calculer 1 sur SI. Donc là, si je prends mon téléobjectif, par exemple, en centimètres, là, ça fait 1 sur 13,5. Alors oui, vous pouvez prendre ça et vous pouvez le passer là-dedans. Et puis à ce moment-là, du coup, vous aurez 1 sur SI qui sera un petit peu modifié. Faites-le à la calculatrice si vous voulez, mais vous verrez, 1 sur 3000, c'est tellement petit que, en gros, même si je ne le prenais pas, je me retrouverais avec 1 sur SI qui vaut 1 sur 13,5 et du coup, SI qui vaut 13,5. Autrement dit, mon image, elle se forme quasiment au niveau de mon foyer image. D'accord? Elle se forme. Alors, si vous passez de l'autre côté, vous êtes rigoureux, vous calculez exactement en passant le 1 sur 3000 ici et en reprenant l'inverse, vous allez trouver qu'il y a un petit décalage. Au lieu de se former, là, l'image de Roger, elle va se former là, mais c'est minime. Ça ne va pas du tout nous impacter dans les calculs. Et ça, c'est utile. En gros, vous pouvez retenir quand un objet est très très loin, loin par rapport à quoi? Toujours pareil, par rapport à la distance focale. À ce moment-là, son image va se former au niveau de mon foyer image qui se situe à 13,5 cm. D'accord? Donc ça, c'est assez utile parce que du coup, quand je veux répondre aux questions, l'image de Roger sur le capteur en utilisant le grand angle, alors bon, sera à droite non. Vous savez que les images, quand vous fonctionnez, vous avez vu aussi, c'est important, vous avez trois domaines d'utilisation de la lentille convergente. De loin, c'est le domaine de l'appareil photo. Entre 2F et F, c'est le domaine du vidéoprojecteur. Et entre F et 0, c'est le domaine de la loupe. Et vous savez que, du coup, donc là, je suis clairement dans le domaine de l'appareil photo qui me donne, vous avez retenu par cœur ça, une image rapetissée inversée. Donc, elle ne sera pas droite. Voilà. Mais par contre, ce qu'on a fait avant, ça nous sert pour savoir le grandissement. Le grandissement du grand angle, en fait, on peut l'avoir assez rapidement avec ça. J'ai dit que l'image se formait grossièrement au niveau de la distance focale. On dit qu'il y a un petit décalage, mais en fait, je ne vais pas le tenir en compte. Je ne vais pas le prendre en compte. Donc, si je veux calculer le grandissement ici, je vais prendre moins la distance à laquelle se forme l'image, c'est-à-dire, allez, je mets tout en centimètres. 13,5 sur SO, donc en centimètres 3000. Voilà, ça me donne le grandissement de l'objectif grand angle. Et puis, alors, il se trouve que ça faisait 0,012, enfin moins 0,012, vu que l'image est inversée. Bon, là, ce qui était faux, c'est qu'il y avait l'unité. Alors après, s'il n'y avait pas eu l'unité, est-ce qu'on aurait considéré ça comme juste? En toute rigueur, non, puisque le signe est faux. Mais dans un examen, il aurait mis en valeur absolue le grandissement vaut
il n'y aurait pas eu d'ambiguïté, je pense, un examen. Question pour l'instant? Alors ensuite, l'image. Quelle est la taille de l'image? Par définition, c'est vous multipliez la taille de l'objet. Alors, combien il mesure, Roger? 1,85 m. Vous multipliez 1,85 m par le grandissement. Et puis le grandissement, bon, ça, c'était le grandissement du télé, mais si j'ai télé, mais le grandissement du grand angle, ce sera pareil, sauf que je fais moins ici 3,5 sur 3000. Hein. Vous voyez que le grandissement du grand angle est plus petit que le grandissement du télé. Hein. Donc forcément, l'image, vu que c'est le grandissement fois l'image initiale, ça sera plus grand pour le télé. Le téléobjectif doit être plus long que le grand angle, car la distance lentille-image est plus grande dans le téléobjectif. Effectivement, on a vu que la distance lentille-image, elle est grosso modo égale à la focale. Donc, ça vaut 13,5 pour le télé versus 3,5 pour le grand angle. Alors après, je dis grosso modo, pourquoi? Parce qu'après, vous avez ce petit décalage qui se joue sur des millimètres, même pas des demi-millimètres. C'est pour ça que quand je vous disais, avec une molette, on vient jouer très finement pour régler avec le chariot très finement. En gros, l'écran il est placé au niveau de la distance focale. Et puis après, vous pouvez l'éloigner un petit peu, mais c'est vraiment sur des millimètres, hein, ça se joue. OK? Donc, le truc à se souvenir ici, s'il y avait une astuce, un truc, on ne peut pas forcément le savoir tout de suite, c'est qu'en gros, on n'est pas forcément obligé de calculer exactement la position de l'image avec les formules de conjugaison. On peut négliger le 1 sur SO, on peut le négliger pour un objet qui est très loin, et c'est assez commode de ne pas faire de calcul et de dire que l'image se forme grosso modo au niveau du foyer image. OK? Mais c'est pas faux si vous avez fait les calculs exacts, hein, mais c'est juste une perte de temps. Juste pour le GT où tu as écrit moins 13,5 divisé par 3000, Ouais. tu as dit que ça donnait combien comme résultat? Il me semble que ça donne 0,012. 0,0. Non? Moi, je trouve 0,0045. Alors attends, je me suis planté quelque part. Ah, pardon, autant pour moi. C'est parce que ça, c'était pour le télé. Or, dans la question, on parle du grand angle. Donc, il faut que tu fasses moins 3,5 sur 3000 si tu veux trouver le fameux 0,0012. Ah ouais, ok. Merci. Sur la question, c'était grand angle. Mais à coup pas. C'est bon, ça donne bien en faisant ça. Normalement, ça donne 0,012, non? Oui, oui. Ok. Parfait. Alors, bon, là, c'est des généralités, mais ça vaut le coup de retenir ces généralités. Donc, moi, je retiens juste un truc par rapport aux maladies de l'œil. C'est quelqu'un qui est myope, moi, le cristallin est trop convergent. Okay, si vous retenez ça, après, vous retenez tout le reste. Parce que vous pouvez savoir ce qu'il faut faire. Du coup, il faut lui adjoindre une lentille divergente. Du coup, l'hypermétropie, c'est l'inverse. Donc, le cristallin n'est pas assez convergent. Du coup, il faut lui adjoindre une lentille convergente. Donc, vous retenez tout, quoi. Donc, chez une personne myope au repos, la lumière est focalisée devant la rétine. Donc, si la personne est myope, le cristallin est trop convergent. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu qu'un rayon à l'infini fasse son image ici, au niveau de ma rétine, il va la faire, par exemple, ici, hein, parce que le cristallin est trop convergent. Donc, la lumière est focalisée devant la rétine. Ça, à mon sens, c'est vrai. Une personne myope a plus de difficultés à voir net les objets proches. C'est faux. En réalité, alors, ça, on va le voir dans l'exo d'approfondissement, mais en gros, l'idée, c'est que donc ça c'est mon cristallin.
vous êtes capable de voir net sur une certaine plage. Donc, si vous voulez, par défaut, euh, sur un individu normal, sans pathologie, vous voyez net ici sur cette plage-là. Voilà. Après, soit vous êtes myope et tout ça se retrouve décalé. Donc, en gros, vous voyez plus à l'infini, mais par exemple, peut-être, par exemple, 10 mètres. Mais vu que c'est décalé, vous voyez plus près. Ah, super, vous avez gagné 5 cm, vachement utile dans la vie. Non, je rigole, ça sert à rien. Mais le problème, c'est que vous avez perdu tout ça et c'est quand même handicapant pour conduire, par exemple. Soit vous êtes hypermétrope et du coup, vous avez un décalage par là. Et pas de bol, parce que plus loin de l'infini, ça fait toujours l'infini, donc vous n'avez rien gagné. Par contre, vous avez perdu ici, et par exemple, vous allez pouvoir voir net que à 50 cm. C'est hypermétrope. Et ça, c'est handicapant pour lire. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, vous avez eu ça a juste été décalé dans un sens ou dans l'autre. D'accord? Donc ça, c'est le cas pour la myopie et l'hypermétropie, c'est-à-dire en gros, c'est-à-dire souvent en général, c'est des cas où ce qu'on appelle le pouvoir accommodateur, il est conservé. C'est-à-dire qu'en gros, c'est juste qu'il y a un décalage, mais voilà, il y a juste un décalage au niveau de ce que vous pouvez voir. Mais vous n'avez pas de perte. Après, dans le 9, on verra un exemple où le pouvoir accommodateur n'est pas conservé, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez carrément votre champ qui va être réduit, en fait, des deux côtés. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, la presbytie. Alors, attends, la presbytie, si je me trompe pas. Ouais, voilà. Alors, la presbytie, ouais, effectivement, bon, la presbytie, je saurais pas trop vous dire, mais il me semble que justement la presbytie va affecter le pouvoir accommodateur et que du coup, ça va être un cas, en gros, où vous allez avoir une perte du pouvoir accommodateur et du coup, là, ça va pas être juste un décalage, mais ça va être une compression, en fait, de la profondeur de champ, ce que vous êtes capable de voir net. Alors, l'hypermétropie est corrigée en prescrivant des lunettes à verre convergent. Si vous êtes hypermétropie, le cristallin n'est pas assez convergent, donc effectivement, il vous faut des verres convergents. Une personne hypermétrope sans lunettes de correction a constamment les muscles de l'œil contractés afin d'observer des images nettes. Oui, alors c'est ça le problème, c'est qu'en fait, en plus de ça, pour voir net, vous allez devoir votre cristallin il va devoir effectivement être contracté. Donc c'est ça, au fait, le problème de l'œil hypermétrope. J'ai juste une question. Si le pouvoir accommodateur il est conservé, on ne pourrait pas imaginer qu'on peut faire des exercices pour revenir vers la normale, vu que c'est juste un décalage. Ouais, alors je sais qu'il y a des méthodes, comment dire, un peu moins conventionnelles qui sont basées là-dessus, notamment une méthode qui s'appelle la méthode Bates. Je ne sais pas si vous pouvez regarder sur Internet la méthode Bates. Ça, je crois que c'est plutôt quand c'est... En fait, ça dépend, si tu veux, ça dépend quelle est la source du problème. Ouais, c'est ça, orthoptique, méthode Bates. Ouais. En fait, ça dépend si la cause, elle est musculaire, parce que tu sais que ton cristallin, comment il se déforme, il y a un muscle, ou si ça peut être aussi un problème structurel. Hein. Si le problème il est structurel, ça risque d'être peut-être plus compliqué. Après, je suis pas un spécialiste, mais effectivement, le fait que le pouvoir, si tu arrives à réduire ce décalage, pourquoi pas? Ça peut éventuellement, en soi, effectivement, tu as raison. En soi, il n'y a pas de perte. On est d'accord sur le principe qu'il n'y a pas de perte. Il y a une personne qui a posé la question, est-ce que les maladies de l'œil sont à connaître dans le champ? Ouais, elles sont à connaître. Enfin, en tout cas, myopie, hypermétropie, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais.
Voilà, une personne, voilà, donc ça c'est bon. Ok, attends, je regarde juste. Donc le choix des lunettes, ça c'est intéressant. Donc on a une personne qui, le problème, effectivement, on vous dit qu'elle voit très bien les bouquetins de loin, donc effectivement elle a pas de problème de loin. Le problème c'est qu'elle n'arrive pas à lire sa carte, hein. Son punctum proximum, il vaut 40 cm, hein, alors que normalement il est à 25 pour un individu normal. Donc c'est quelqu'un qui ne voit pas bien de près, mais qui voit bien de loin. Donc c'est quelqu'un d'hypermétrope, hein. Donc tout ce qui était myopie, on pouvait éliminer. Hypermétrope, si elle est hypermétrope, le cristallin n'est pas assez convergent, donc il lui faut des lentilles convergentes, hein. Donc ça, on peut l'éliminer. Donc cette partie de la phrase est juste. La question pour savoir entre la C et la E, c'est est-ce que la puissance qu'on doit choisir est bien 1,5 dioptrie. Hein, je rappelle, la puissance, c'est juste en fait, dans les formules de conjugaison, souvent on n'a pas F, hein, on a toujours 1 sur F. Et du coup, pour ne pas s'embêter à chaque fois faire 1 sur ce qu'on a trouvé à la calculatrice, en fait, on laisse tout simplement ça, et puis on a appelé ça la puissance. Donc pour ça, ça va être pareil dans l'exercice 9, dans tous les exos en gros. Quand vous avez, c'est un petit truc, je pense qu'il faut le retenir, hein. Un des highlights un peu à retenir, c'est qu'en gros, quand on vous demande de savoir quelle lentille il faut adjoindre à une personne qui a un problème de vue, vous écrivez l'équation de conjugaison sans lunettes, et après vous écrivez avec lunettes. Okay. Et en fait, après, vous allez faire, donc ça c'est 1, ça c'est 2, et après vous allez faire équation 1 moins équation 2. Vous allez voir ce que je veux dire. Et vous allez voir qu'il y a plein de trucs qui vont simplifier. Parce que là, on peut se dire, oula, mais attends, j'ai que 2 données, comment je vais faire pour trouver la réponse avec juste 2 données? Ça peut paraître compliqué au début. Mais en fait, si vous prenez votre... Donc là, bien sûr, si vous prenez votre équation de conjugaison ici, alors sans lunettes, quand mon objet se trouve à 40 cm, l'image se trouve au niveau de la rétine. Bon, je ne connais pas, bon, vous savez que c'est 2,5 cm, mais bon, on ne vous le donne pas, donc vous n'êtes pas censé le savoir. Vous mettez juste distance cristallin rétine égale 1 sur F, c'est la distance focale de Camille. Et après, vous le faites, vous écrivez avec les lunettes. Donc maintenant, je prends un objet qui se trouve à 25 cm. Pardon, je vais tout mettre en mètres, parce que vu que je veux trouver une distance focale, ça sera plus simple. Donc avec lunettes, un objet qui se trouve à 25 cm, bien sûr, se forme toujours ma distance cristallin rétine. Et la distance focale de tout le système, c'est, alors ça c'est un autre truc, c'est que la distance focale totale, enfin la divergence totale, c'est 1 sur F c'est 1 sur F1 en gros, plus 1 sur F2. Hein. Vous savez qu'on n'additionne pas les F, mais on additionne les 1 sur F. D'accord ? Donc là, vous mettez 1 sur F de Camille, plus 1 sur F de, alors ça c'est un C, 1 sur F de la lunette. D'accord ? Et regardez ce qui va être vachement pratique. Quand je vais faire 1 moins 2, ça et ça, c'est présent de chaque côté. Et puis, ça et ça aussi. Autrement dit, il y a tout qui va se simplifier. Quand vous faites 1 moins 2, vous vous retrouvez avec 1 sur 0,4 moins 1 sur 0,25 égale moins 1 sur F de la lentille.
Alors, le 1 sur f de la lentille, c'est égal... en fait, le 1 sur f, je vous rappelle, c'est ce qu'on avait dit que c'était la puissance. Donc, ma puissance, c'est égal à 1 sur 0,25, c'est-à-dire 4, moins 1 sur 0,4. Alors, 1 sur 0,4, ça fait 1 sur 4 dixièmes, ça fait 10 quarts, ça fait 5 demi, donc moins 2,5 égale 1,5. Voilà, dioptrie. Donc, la C est correcte, et c'était bien la C et pas la E. Alors, vous me direz, il fallait y penser à faire ça. Oui, effectivement. Si on ne l'a jamais fait, c'est difficile de le trouver. Donc, retenez bien. On écrit... alors, la dernière étape... Alors tu es d'accord 1 moins 2, tu es d'accord que j'ai trouvé... Tu es d'accord jusque-là, Ali, hein? Jusque-là, c'est bon? Alors... Ouais, voilà. Alors, en gros, nous, on ne te donne pas la distance focale. On ne te dit pas F égale tant de mètres ou tant de millimètres. On te demande la puissance en dioptrie. La puissance, par définition, c'est le 1 sur F. D'accord? Donc, je veux savoir le 1 sur F. Le 1 sur F, bah, c'est l'opposé de ça, donc je mets un moins. Et puis, c'est ça, quoi. Donc, moins 1 sur 0,4, moins 1 sur 0,25. Voilà. Ah oui, bon, après, là, j'ai fait du calcul de tête. Hein, c'est-à-dire que, en gros, j'ai remplacé mes signes moins. 1 sur 0,25, c'est 1 divisé par 1 quart, donc c'est 4. Mais bon, ça, il n'y a pas besoin, tu peux faire à la calculatrice, hein, c'est aussi rapide. Voilà. Alors, celui-ci, je pense qu'il était bien détaillé aussi dans la correction. Alors, ce qui était pas mal, c'est qu'on pouvait, en fait, ici, se suffire à un tracé géométrique. Hein. On n'avait pas besoin d'utiliser. On pouvait utiliser ça, hein, mais ce n'était pas nécessaire. Par exemple, 1, si on place la lentille 1, distance focale 4 cm en U et l'objet en T, un objet qui fait... on ne vous disait pas combien il mesurait, mais on peut le mesurer ici. On va en faire un comme ça au bol. Bon, là, vous êtes dans le domaine de la loupe, ça vous avez appris par cœur. Hein. Vous vous rappelez, hein, j'ai fait un dessin au début du cours avec le domaine de l'appareil photo, le domaine du vidéoprojecteur, le domaine de la loupe. Si vous êtes en dessous de F, c'est bien le cas ici, hein, puisque ma distance focale fait 4 cm, vous êtes dans le domaine de la loupe. Donc, l'image est virtuelle droite agrandie. Et toujours pareil. Alors, par contre, est-ce qu'il paraîtra 2 fois plus grand? C'est là où vous pouviez vous suffire à un dessin. Je fais le rayon qui passe par le centre qui est non dévié. Et puis, je fais le rayon droit, enfin parallèle, qui passe par ça. Et donc, du coup, ça converge ici. Et du coup, l'image, elle est là. Effectivement, j'ai 2 carreaux, c'est 2 fois plus grand. Oui. Et pareil pour le reste. Alors, je voulais passer un peu de temps sur celui-là, parce que celui-là, je trouve qu'il est intéressant, parce qu'il fait intervenir la même astuce qu'on a utilisée tout à l'heure. Donc, on a une personne qui est myope, donc a priori, il avait plutôt des difficultés à voir de loin. Et puis, on dit qu'en plus, il a une presbytie, donc sa myopie, difficulté à voir de loin, et objet très proche dû à la baisse, voilà, c'est ça, baisse de la capacité d'accommodation de l'œil. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, on n'a pas un décalage, mais on a vraiment une réduction dans la taille de la profondeur de champ. Donc, c'est ça, Rita, je pense, le côté de la presbytie, c'est une diminution. On a notre pouvoir accommodateur, c'est-à-dire alors, je vous donne la définition, je ne crois pas qu'elle est dans le formulaire, mais en gros, le pouvoir accommodateur, c'est la définition, c'est ça. Hein, voilà. C'est en gros, vous calculez la puissance du cristallin, la puissance max moins la puissance minimum. Hein.
En gros, vous faites le delta des puissances, c'est-à-dire qu'en gros, vous faites le delta des 1 sur f, hein, parce que la focale du cristallin est variable. Et si vous avez cette différence qui tend à diminuer, c'est-à-dire qu'en gros, votre cristallin il a du mal à faire varier sa focale, là, vous avez une perte de votre pouvoir accommodateur, hein. Ce qui n'est pas le cas, hein, pour de la myopie et de l'hypermétropie pure, hein. On avait dit que c'était juste un décalage. Et du coup, le problème, c'est que là, comme ce n'est pas un décalage, on ne va pas pouvoir juste adjoindre une lentille. Pour la myopie et l'hypermétropie, on pouvait se contenter de juste ajouter une lentille de focale fixe, et puis ça redécalait là où on voulait, c'est-à-dire ça remettait le punctum remotum à l'infini, et le punctum proximum, de facto, ça le remettait aussi au même endroit, hein, parce qu'on avait ce PA qui était inchangé. Bon, revenons à notre exo. Donc là, la personne en question, on va faire un dessin. Vous voyez que normalement une personne, c'est infini jusqu'à 25 cm. Et là, Alain, lui, c'est 50 cm, 1 mètre, 100 cm. Voilà, donc vous voyez la réduction qu'il y a eu, hein. C'est-à-dire que là, ce n'est même pas un décalage, c'est qu'il y a eu vraiment une réduction des deux côtés. Alors, en gros, ça, expliqué par la myopie. Et normalement, si c'était juste de la myopie, il aurait dû, si vous voulez, voir bien de près. Mais en fait, le problème, c'est que son cristallin n'est plus capable d'accommoder. Et donc, du coup, en fait, on a aussi eu un décalage comme ça. Alors, j'ai une question dans le chat sur comment on dessine les rayons. Je vais y revenir si tu veux, on va revenir sur l'exercice où il y avait ça. Je vais juste finir avec celui-là et on reviendra là-dessus après. Alors, donc là, on vous disait effectivement, en fait, on vous disait que cette fameuse distance cristallin-rétine, mais en fait, il n'y en a pas besoin, hein. Il n'y en a pas besoin parce que nous, vous vous souvenez de l'astuce qu'on a utilisée tout à l'heure. Calculer le pouvoir d'accommodation de ses yeux sans lunettes. Alors, le pouvoir d'accommodation, c'est le 1 sur f. Le 1 sur f quand je suis relâché et le 1 sur f quand je suis contracté. Alors, si j'écris ma relation de conjugaison, du coup, j'ai quand je suis de loin, j'ai 1 sur 100 plus 1 sur la distance cristallin-rétine, encore une fois, je n'ai pas besoin de la connaître, qui est égale à 1 sur f, la focale maximale. Et puis, quand je suis contracté, j'ai 1 sur 50 plus 1 sur, toujours pareil, l'image se forme distance cristallin-rétine, égale 1 sur la focale minimale. Du coup, quand je fais, en gros, mon PA, on a dit que c'était la différence entre les 1 sur f. Donc là, ça va faire, si j'appelle cette équation 1, cette équation 2, le PA, c'est égal à équation 1 moins équation 2. Et du coup, mes 1 sur distance cristallin-rétine, encore une fois, je n'ai pas besoin de le savoir, ça fait 1 sur 50. Alors, pardon, j'ai mis en centimètres, mais là, vu que je veux un pouvoir accommodateur, il faut que je mette tout en mètres, hein, sinon ça ne va pas le faire. Voilà, donc ça me fait 1 sur 0,5 moins 1 sur 1. Donc ça me fait 2 moins 1, ça fait 1. Et l'unité, ce sont des dioptries. 1 dioptrie, c'est très faible. Le pouvoir accommodateur standard d'une personne, c'est 4. Pourquoi c'est 4 ?
parce que quand vous faites le 1 sur f d'une personne saine, en gros, si vous faites pareil pour une personne saine, à la place d'avoir 1 ici, vous auriez eu pardon, on va le faire dans l'autre équation. Pour une personne saine, au lieu d'avoir 1 sur 0,5, vous auriez eu 1 sur 0,25, puisqu'elle voit bien à 25 cm. Et ici, vous aurez eu 1 sur l'infini. Du coup, vous aurez 1 sur 4 moins 1 sur l'infini 0 égale 4 dioptries. Donc, vous voyez qu'en fait, au lieu d'avoir les 4 dioptries d'une personne saine, ici, vous n'avez plus que 1 dioptrie. Est-il possible de corriger la myopie et la presbytie d'Alain avec des verres uniquement convergents ou divergents? Eh bien, le problème, c'est que non, ce n'est pas possible, hein, puisque ce serait possible s'il y avait un décalage, mais là, on a les deux qui sont amputés. Donc, si vous repoussez tout ça à l'infini, vous n'arriverez pas à voir bien de près. Et de même, si vous repoussez tout ça au punctum proximum, vous n'arriverez pas à voir de loin. Donc, ce que vous pouvez faire, par contre, c'est avoir 2 paires de lunettes, une pour voir de près et une pour voir de loin, sachant que quand vous verrez de loin, bien sûr, vous pourrez voir que là, et puis une paire de lunettes pour voir que de près. Et avec un peu de chance, cette distance, il y aura recoupement, il n'y aura pas de distance où vous serez incapable de voir, mais ce n'est pas exclu, hein, si vous êtes trop atteint, potentiellement, vous pourrez voir bien de loin, bien de près, mais peut-être qu'à une distance intermédiaire, vous serez incapable de voir. Ce n'est pas garanti là, que ça couvre tout. Et pour ne pas avoir à se trimballer avec 2 paires de lunettes tout le temps, c'est assez intelligent. C'est qu'en fait, on prend une paire de lunettes et puis on met les verres convergents, enfin plus convergents ici et moins convergents plutôt pour un regard à l'infini, quoi. Voilà. Donc après, comment on fait pour calculer les dioptries que doivent avoir ces verres-là à l'infini? Eh ben, on va utiliser la même astuce qu'on a fait tout à l'heure. Alors, si vous le voulez bien, je vais effacer ça. Donc, vision, on travaille d'abord pour cette proposition C, là. Oui, c'est ça, c'est vision à l'infini. Et toujours pareil, on fait sans lunettes, avec lunettes. Et on écrit notre équation de conjugaison. Donc, sans lunettes, quand j'essaie de voir loin, donc j'essaie de voir un objet le plus loin possible, SO égale 1, plus 1 sur ma distance, cristallin rétine, égale la focale, en gros, la focale de Alain. On va l'appeler 1 sur FA, c'est la focale de son œil. Et avec des lunettes, je veux pouvoir voir net un objet qui est à l'infini. Donc 1 sur l'infini plus 1 sur la distance cristallin rétine égale, là je mets la puissance dioptrique du tout, c'est-à-dire, vous savez qu'on peut sommer les 1 sur f, donc 1 sur f de Alain plus 1 sur f de ses lunettes. Voilà. 1 sur l'infini, ça vaut 0. Encore une fois, équation 1, équation 2, je fais 1 moins 2, et j'obtiens 1 sur 1, 1. Les 1 sur distance CR se simplifient, égale 1 sur FA moins 1 sur FA, il se simplifie, égale moins 1 sur FL. Voilà.
Donc, autrement dit, 1 sur FL, c'est-à-dire la puissance dioptrique de mes verres, sont égales à moins 1 dioptrie. Voilà, donc ça, c'est pour la vision de loin. C'est cohérent, il était myope, trop convergent, je dois donc lui adjoindre des verres divergents, donc j'ai bien quelque chose de négatif. OK? Mais juste, tu as dit avec lentille 1 sur FA plus 1 sur FL, c'est la puissance dioptrique? Alors, en gros, dans ton équation de conjugaison, tu dois mettre le 1 sur F, tu dois mettre le 1 sur F total de tout ton système optique, qui est composé de l'œil plus des verres de la lunette. D'accord? Et tu sais que le 1 sur F total, que tu aurais dû mettre ici, le 1 sur F total, tu as le droit de dire que c'est 1 sur F du premier composant plus le 1 sur F du deuxième composant. Un peu comme tu te rappelles, quand tu as deux résistances en parallèle, tu fais 1 sur R, tot, égale 1 sur R1 plus 1 sur R2. Tu te rappelles? Ok. Ouais. Ok. Donc c'est un total, ça, c'est pas la puissance dioptrique. C'est la puissance dioptrique de tout ton système composé de l'œil plus de la lunette. Ok. Merci. Ok. Et donc là, en fait, je pourrais faire... En fait, si vous voulez, on peut refaire la même chose pour savoir quel verre on pourrait mettre de près. Comme ça, au moins, vous serez vraiment prêt. On l'aura fait 3 fois. En gros, maintenant, je veux savoir quelle dioptrie doivent avoir ces verres. Donc, qui, eux, doivent être convergents, puisqu'ils n'arrivent pas à avoir de près. Et bien, encore une fois, sans lunettes, 1 avec. Sans lunettes, alors il arrive à voir au plus près à 0,5, plus 1 sur la distance cristallin rétine égale 1 sur F de Alain, et avec 1 sur je veux qu'il voit à 0,25, toujours pareil, l'image se forme ici, égale 1 sur, bien sûr, toujours pareil, la distance focale intrinsèque d'Alain, plus 1 sur F de mes lunettes. Alors, je vais mettre L2 ici, puisque bien sûr, ce n'est pas les mêmes verres. Je fais 1 moins 2, et je me retrouve avec... alors, 1 sur 0,5, ça fait 2. Donc, je mets 2. Quand je vais faire 1 moins 2, 1 sur DCR moins 1 sur DCR, ça va se simplifier. Ah, ici, j'ai 1 sur 0,5. 1 sur 0,25, ça fait 4. Donc, ça me fait 2 moins 4. De l'autre côté du signe égal, j'ai 1 sur FA moins 1 sur FA, ça se simplifie. Il ne me reste plus que moins 1 sur FL2. Voilà. Autrement dit, moins 2 égale moins 1 sur FL2. Donc la distance focale de mes deuxièmes verres, mon 1 sur F, c'est-à-dire ma puissance, c'est 2 dioptries. D'accord? Donc c'est convergent, ça a du sens. OK? Et le pouvoir d'accommodation d'Alain avec une lunette à double foyer, vous voyez que, en fait, vu qu'il arrive à voir à l'infini et à 25 cm, on se retrouve avec le calcul qu'on a fait initialement ici. C'est un pouvoir accommodateur d'un œil sain qui vaut 4 dioptries. OK? Alors, pour l'exo d'approfondissement, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps et que je préfère vous donner le temps de répondre aux questions, vous aurez potentiellement des questions là-dessus, mais je vais vous transmettre ce lien dans le chat qui est en gros, c'est le montage et vous pouvez faire varier. En gros, c'est un peu interactif, donc ça peut vous aider à comprendre les rayons, comment
comment on construit les rayons, en fait, enfin, comment ils font, quoi. Donc voilà, j'ai mis ça dans le chat. Ça y est. Alors, juste, je reviens à... Donc, du coup, on a quasiment tout couvert. Hein. Donc, si vous avez des questions sur le 10, j'y réponds volontiers. Mais avant, je voulais juste répondre à une question. Il y a une personne qui me disait, j'ai pas trop compris comment on dessine les rayons, tout ça. Alors, qu'on soit bien clair, à l'examen, moi, je te conseille de pas avoir à dessiner des rayons parce que tu sais que tu n'as pas beaucoup de temps pour les questions. Donc, moi, ce que je te conseille d'apprendre, c'est ce schéma-là. C'est-à-dire qu'en gros, tu as. Donc, en gros, c'est un résumé, ça. Hein. Donc, c'est ce que tu dois retenir pour aller. Bon, moi, ce que je te conseille de retenir pour aller très vite à l'examen, c'est que les lentilles convergentes sont les seules qui sont utiles parce qu'elles te permettent d'avoir des objets, parfois, hein, pas toujours, mais agrandis. Alors qu'une divergence n'a pas d'intérêt parce qu'elle ne te permet pas d'agrandir les images. Bon, voilà, après, une fois que tu as retenu ça, avec l'appareil photo, le vidéoprojecteur et la loupe, il faut que tu retiennes par cœur. Un appareil photo, il fait quoi? Il me donne une image qui est renversée, qui est plus petite et qui est réelle, hein, parce qu'elle se forme sur un écran qui est là. Le vidéoprojecteur, il forme une image réelle aussi, hein, de l'autre côté, qui est renversée. Par contre, elle va être agrandie. Et la loupe, elle donne une image, tu as déjà regardé à travers une loupe, qui est droite, qui est agrandie, c'est une loupe. Et elle est virtuelle par contre, hein, c'est parce que tu vois du même côté qu'il y a l'objet, tu vois les prolongements des rayons lumineux. Après, donc voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir. Après, moi ce que je te conseille peut-être si tu veux le prouver, c'est qu'à tête reposée, tu vas, en fait c'était ça cet exo, hein, c'était plus ou moins ça. Si je mets une lentille convergente ici, qui a une distance focale de 4 cm, comme ça, tu peux observer qu'effectivement, si je mets un objet ici, donc là, tu vois que je suis entre 0 et F, donc je suis dans le domaine de la loupe. Donc là, tu sais, en ayant appris ça par cœur, que tu vas avoir une image virtuelle, droite et agrandie. Vérifions-le. Tu dois tracer au moins 2 rayons pour avoir l'image de l'objet. Le plus facile, c'est de prendre le rayon qui passe par le centre optique parce que lui, il n'est pas dévié. Donc lui, tac, ça y est. Après, tu peux faire le rayon qui est parallèle à l'axe optique parce que lui, tu sais qu'il va passer par le foyer image. Donc là, tu vois que ces 2 rayons-là, ils ne vont jamais se croiser. Ils vont jamais se croiser. Donc, ce que tu fais, tu vas croiser plutôt le prolongement de celui-là. Tu sais que celui-là, il descend de 1 quand tu avances de 4. Donc pareil, ici, il va faire pareil, il va passer par là. Tac. Là, ces 2 rayons se croisent là. Du coup, j'ai bien une image ici. Elle est virtuelle, hein, puisqu'elle est dans l'espace objet, alors que l'image, normalement, elle est dans l'espace image. Donc c'est une image virtuelle. Elle est bien droite, et elle est bien agrandie. Tu vois? Donc en traçant ces 2 rayons, après tu fais pareil, tu prends une autre feuille quadrillée, et tu vas mettre ton objet entre F, donc là c'était entre moins F, et 1, 2, 3, 4, et moins 2F. Tu prends l'objet là, tu fais la même chose, tu verras que tu vas avoir quelque chose d'agrandi, cette fois-ci de réel, donc qui va se situer par là, et renversé toujours. Et après, tu prends un objet, bah, ça c'était un peu l'objet de cet exo. Tu prends un objet, tu le mets très loin, c'est le champ d'utilisation de l'appareil photo, et tu verras, bon ça on l'a fait les calculs hein, ici, tu as une image qui est réelle, rapte ici et renversée. Ok? Ça va mieux pour la construction des rayons? Ok. Question pour le 10 ou pas? Moi, j'ai juste la dernière question. Quel est l'intérêt d'avoir une image virtuelle Ouais.
Alors, ouais, je vais répondre à ta question. Juste, j'y pense, tant que j'y pense. En fait, la seule difficulté ici, c'est qu'en fait, il fallait, quand vous preniez SO et SI, il fallait bien mesurer par rapport à la lentille. Donc, j'avais d'abord, vous connaissez l'image à travers la deuxième lentille, c'est-à-dire l'oculaire. Donc, il fallait prendre, donc là, vous avez bien la distance. Et après, avec l'équation de conjugaison, vous pouvez obtenir la distance de l'objet. Bon, vous connaissez au début la donnée, c'est ça, c'est la distance, donc moins 25 cm, c'est la distance, c'est SI par rapport à cette deuxième lentille. Donc, ensuite, ce que vous obtiendrez, vous, c'est SO par rapport à celle-ci. Mais ce SO, par rapport à cette deuxième lentille, c'est aussi, en fait, ça correspond à SI1, c'est-à-dire l'image formée par la première lentille. Et du coup, voilà, vous deviez ensuite faire 16 moins SO pour trouver ça. Et ensuite, du coup, c'est ça qui vous permettait de trouver la position SO1, on va dire, de la position initiale de l'objet. Alors, oui, c'est ça. Exactement, il y a une question dans le chat. Y, c'est bien les tailles verticales, alors que SI, c'est les positions horizontales. Et O, c'est pour objet, I, c'est pour image. Ah oui, merci d'avoir répondu, Laura. Voilà, et la dernière question, bon, c'est peut-être le plus simple, c'est que Merci pour vos messages. Alors, je vais juste aller avec vous sur le lien. Ah, ça y est, il y a Zoom qui commence à... Ah, voilà. Hop, Alors, tac. Là, c'est bon, vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. Ouais. Alors là, j'ai été sur le lien, donc vous pouvez enlever le tube pour voir ce qui se passe. Vous pouvez enlever le faisceau pour avoir juste un rayon. Et après, en cliquant, voilà, en cliquant, en fait, vous voyez que là, il y a un truc qui se passe là. C'est que selon... Alors, attendez que je ne dise pas de bêtises. Alors... Ah oui, donc bon, là, c'est le réglage un petit peu gros. Ouais. Alors, en gros, si tu veux, dans tous les cas, le grandissement, il sera énorme parce que si tu fais la formule du grandissement, tu auras quelque chose de très grand. Donc, tu vas voir 300 fois plus grand. Mais en gros, selon comment tu positionnes ton oculaire, en gros, par rapport à la... Selon comment tu positionnes ton oculaire, tu vois que en gros, là, ma vis, tu vois, l'image, elle est virtuelle parce que mon oculaire, je l'ai positionné de telle sorte à ce que l'image intermédiaire se forme dans le domaine loupe de l'oculaire. Du coup, j'ai une image virtuelle agrandie. Et ça me permet de le voir directement avec l'œil. Par contre, j'aurais pu faire un autre choix, ce qui est d'ailleurs probablement plus commun aujourd'hui sur les derniers microscopes, c'est qu'en gros, au lieu de mettre votre œil, au lieu de mettre votre oculaire dans le domaine loupe, vous allez le placer, que je ne me trompe pas, un peu plus loin pour tomber dans le domaine vidéoprojecteur du truc. Et si
Et si vous le mettez en mode vidéoprojecteur, vous aurez toujours une image agrandie, le vidéoprojecteur agrandi, mais l'image ne sera pas virtuelle, mais réelle. Le problème, c'est que vous ne pourrez pas l'observer directement avec l'œil. À la place, vous serez obligé de mettre un capteur, un écran, un capteur CCD, comme il y a pour les appareils photo. Et puis, du coup, électroniquement, ça sera retransmis à un écran et vous allez observer votre écran. Bon, c'est une autre méthode, probablement plus actuelle d'ailleurs. Mais bon, l'intérêt à l'ancienne de mettre des oculaires où vous pouvez avoir l'objet virtuel, c'est qu'il est directement observable par l'œil, vous voyez. Je pense qu'on comprend bien que ce schéma, selon comment tu fais varier, tu vois que l'objet, soit il est virtuel, l'image, elle est virtuelle et tu peux voir avec l'œil, soit si tu passes en mode vidéoprojecteur, c'est plus observable parce que l'image devient réelle et du coup, tu es obligé de mettre un écran et d'observer l'écran